parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au SAV de la QVT, la première émission de télévision qui parle de QVT et rien que de QVT. Ça va faire bientôt 1 an qu'on se retrouve tous les mois pour faire le service après-vente de ce qu'on nous a vendu pendant des années. Des croyances erronées sur le monde du travail et de la QVT bullshit. Alors que nous sommes absolument convaincus qu'il y a un véritable enjeu et une véritable urgence à engager des transitions comportementales dans nos organisations et à l'intérieur de chaque individu au travail, nous prenons la parole pour remettre les choses à leur place. Alors ensemble, on va essayer de mieux comprendre ce qui contribue au bien-être des travailleurs et des travailleuses. On va essayer d'honorer leur vécu et de redonner à la QVT ses lettres de noblesse. Je suis ravie de représenter aujourd'hui avec vous Wunjo. Nous sommes une entreprise de l'économie sociale et solidaire, ce qu'on appelle une société à impact et d'utilité sociale. Notre raison d'être est d'humaniser la vie au travail et de faciliter les coopérations professionnelles. Nous existons depuis 20 ans et j'ai le grand bonheur de pouvoir unir, fédérer et animer un collectif d'experts passionnés, joyeux et généreux qui chaque jour va polliniser l'économie française avec une nouvelle vision de la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle invitée en la personne d'Hélène Ourtanet. Hélène, bonjour. Bonjour Emmanuel. Hélène est formatrice, elle est également consultante, elle accompagne la conduite du changement, elle aide les organisations et les individus à mieux prendre soin d'eux, à la fois dans le contexte professionnel et aussi personnel, puisqu'elle est praticienne de Doing. Hélène est avec nous aujourd'hui pour partager un sujet qui est un sujet mère, M-E-R-E, un sujet mère en matière de qualité de vie au travail, le sujet de la santé. On a tendance à oublier que pour bien vivre son travail et bien le faire, il s'agit qu'on soit en santé. Et on commence à voir sur le monde économique une véritable prise de conscience que la santé de l'organisation est absolument liée à la santé des travailleurs et des travailleuses. On commence à honorer le capital humain avec un manque de conscience et de connaissance de ce qui fabrique l'état de santé des Françaises et des Français. Alors avec Hélène, on va s'emparer du sujet de la santé. Mais on constate aujourd'hui sur le terrain que la santé est très souvent uniquement restreinte aux questions de santé physique. Et il y a bien d'autres dimensions qu'il s'agit d'aller explorer. C'est vraiment ce qu'on va faire là avec Hélène dans les prochaines minutes ensemble. Alors, au programme, nous allons avoir une demi-heure d'interview d'Hélène. Vous avez la possibilité dans le chat qui est sur votre droite au niveau de votre écran de poser des questions, des commentaires, de réagir. Nous avons Manon qui est en modération et qui pourra répondre à vos questions ou les relever. Et nous aurons un porte-parole en la personne de Marco, notre standardiste farfelu que vous commencez à connaître. Notre émission est en live et elle est enregistrée. Donc, vous recevrez de la part de Webikeo un lien juste après notre SAV pour pouvoir consulter le replay et le document qui est associé. Allez, c'est parti. 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4 et 1. J'arrive à prendre la QVT. Bonjour. Oui, excusez-moi, je vous ai mis en attente parce que j'étais un petit peu en train de faire mon sport du quotidien, puis là je suis en train de manger un peu parce que c'est important, c'est faire un peu de sport et manger, bouger. Je vous écoute. Ah, c'est par rapport à ça aussi, d'accord. Et manger, bouger, oui, c'est ce qu'on dit. D'accord. Ben, écoutez, je vais demander, on a Hélène là, qui est avec nous. Écoutez, elle va vous répondre. Hein. Bonjour Hélène. Alors c'est vrai que on entend manger, bouger, les médias, le gouvernement nous dit il faut manger, il faut bouger, etc. Donc si on résume, si on mange à peu près correctement et qu'on fait un peu de sport, ça suffit? Bonjour Marco, merci pour cette question. J'ai envie de dire manger, bouger, oui, mais pas que. Manger, bouger, c'est effectivement les recommandations du gouvernement dans le programme national nutrition santé.
des recommandations alimentaires et d'activité physique. Et cette recommandation a toute son importance. La sédentarité, elle est partout depuis qu'on a lentement, mais sûrement glissé du statut de chasseur-cueilleur nomade à celui d'agriculteur, puis d'agent du tertiaire, où on est presque toutes et tous assis derrière nos ordinateurs au quotidien. D'ailleurs, j'ai peut-être envie de poser une question dont Manon relèvera les réponses dans le chat. Qui aujourd'hui, à l'occasion de ce webinaire, est assis, qui est debout, qui nous écoute en marchant ou en faisant toute autre chose. Ça peut déjà nous donner des clés sur notre niveau de sédentarité et sur la façon dont on s'affranchit de certaines injonctions à devoir être assis pour pouvoir travailler. Maintenant, pour revenir au cœur du sujet, qu'est-ce qui est négligé dans cette approche ? Eh bien, c'est le volet mental et social de notre santé. Et c'est de plus en plus criant depuis la période Covid. Et typiquement, je vais vous donner des exemples. Qu'est-ce que je fais d'un environnement de travail à mon domicile qui me met physiquement à distance de mon environnement de travail habituel et de mes collègues, par exemple ? Ou encore d'un environnement de travail à domicile qui ne me permet pas d'être dans de bonnes conditions matérielles parce que j'ai une mauvaise connexion, parce que je dois cohabiter dans mon espace qui est devenu mon espace de vie et mon espace de travail, dans des espaces exigus, avec une luminosité moyenne, un mobilier inadapté, etc., etc. Vous voyez où je veux en venir en fait. Et qu'est-ce que je fais de mes angoisses par rapport à cette situation ? Qui fait que je ne suis pas dans les meilleures conditions pour pouvoir exercer mon travail, remplir mes tâches, ma mission. Et qu'est-ce que je fais aussi ? Alors là, on était à l'époque Covid, mais qu'est-ce que je fais de mon angoisse par rapport à la maladie, par rapport à la contamination ? Autre exemple, comment est-ce que dans tout ça, je gère mon équilibre vie pro, vie perso, ma charge mentale, mon droit à la déconnexion, c'est quoi mes horaires dans cet environnement nouveau, quoi. Alors, loin de moi l'idée de vous imposer une nouvelle recette à suivre. J'aimerais plutôt vous donner matière à réfléchir sur le fait que on est tous différents et uniques dans nos besoins, que notre équilibre sera donc forcément différent pour chacun de nous, mais que notre capital santé sera toujours une composition originale de 3 dimensions interconnectées qui sont comme des vases communicants, à savoir ma santé physique, ma santé mentale et ma santé sociale ou relationnelle. Et certains peut-être connaissent et pratiquent déjà le PAI et comment je vais physiquement, intellectuellement et émotionnellement. Et j'ai envie de vous inviter à prendre un petit temps de quelques respirations pour vous demander aujourd'hui, comment est-ce que je vais, moi, au niveau tête, cœur et corps. C'est intéressant cette triple approche, Hélène, et de pouvoir l'intégrer dans le monde du travail, dans la façon de vivre aussi en équipe. On voit de plus en plus d'équipes, alors souvent qui sont en démarche qualité de vie au travail, qui ont déjà cette conscience-là et cette maturité-là, qui démarrent leur journée avec ce qu'on peut appeler les tours météo, ce que les coachs appellent les tours météo, où chacun et chacune peut exprimer comment son corps va, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, là-haut, est-ce qu'il y a des pensées obsédantes, est-ce qu'il y a des idées qui sont en train d'émerger, et puis comment ça va, profondément comment ça va au niveau des émotions. Et on sait que c'est hyper difficile dans le monde du travail alors déjà à titre personnel de mettre des mots sur ses émotions, puis dans le monde du travail de les partager. Et pourtant, c'est une forme d'hygiène qu'on devrait avoir individuellement. On ne nous a pas appris à faire ça, très, très clairement. Et bravo à ces équipes qui commencent à ritualiser cette prise de soin, cette bienveillance partagée et ces espaces permettant de mettre dans le champ finalement mon état de santé ici et maintenant en démarrage de journée, quoi. Oui, d'autant que c'est illusoire de se dire que dès qu'on arrive au travail, tac, on sort son manteau de vie perso pour endosser son tablier de vie professionnelle. On est entier et forcément, il y a une perméabilité de ces deux mondes, même si on veut les verrouiller parfois. Ouais. Et puis... Service après-vente à QVT, bonjour. Eh oui, ça sature au standard, je le sais, oui. Oui.
Ah, ça, je sais pas. C'est un oiseau, ça, non? Si, c'est un oiseau noir et blanc. Plutôt voleur, il paraît. Hein, ça chaparde. Ça chaparde. Mais on va demander à Hélène. Hein, on vous répond tout de suite. Hélène, c'est quoi pi? Ah, c'est quoi pi? Ouais. C'est ce qu'on appelle pi ou pi, en référence à l'acronyme de cette phrase anglaise qui dit comment est-ce que je vais physically, donc physiquement, intellectually, intellectuellement, et emotionally, émotionnellement, finalement. Comment je vais au niveau tête, cœur, corps. Et du coup, en partageant ça, ça permet aussi d'exprimer aux autres si on est disponible. Parce que souvent, on part du principe que comme on bosse ensemble, on va pouvoir coopérer et qu'on va pouvoir échanger aux besoins. Mais quand on prend le temps de faire cet exercice du petit paille ou de la pie en français, ça permet aussi d'entendre qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui va être fatigué, qui va préférer qu'on le laisse tranquille, quelqu'un qui va être débordant de joie, hyper extraverti, qui va avoir envie d'être au service des autres. Et donc, ça permet de mieux juger ou jauger de la disponibilité des uns et des autres. Puis je pense à un autre bénéfice qui est super intéressant, c'est de pouvoir potentiellement détecter, et je sais que ça c'est un sujet qui te parle fort, hein, Hélène, détecter aussi les besoins d'aide. Parce que chacune et chacun d'entre nous, on peut être des véritables sentinelles aussi, mais on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas demandé à être aidé et qui ne formule pas la situation dans laquelle il se trouve, quoi. Oui, tout à fait. Service après-vente à QVT, bonjour. Bonjour, Pauline. Ah, bonne question. Je la pose tout de suite. Bien, c'est quoi la santé mentale? Yes. Ok, bonne question et merci de l'avoir posée. J'ai envie de vous proposer d'abord de dézoomer et qu'on s'intéresse à notre état de santé tout court, puisque je vous ai évoqué les 3 dimensions de notre santé, dont la santé mentale fait partie. Alors, juste pour dire que notre état de santé, il est impermanent. On est dans une situation de fluctuation permanente. Ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire la régulation de notre organisme, qui vise à en assurer le bon fonctionnement. C'est un mouvement permanent ou, avec d'autres mots, un équilibre instable perpétuel. Voilà. Donc ça, c'est pour planter le décor de notre état de santé. Et la santé mentale, c'est pareil. Sans rentrer dans les pathologies de neurodéveloppement, on est tous soumis à des fluctuations de notre état de santé psychique, à des périodes de fragilité, en somme. J'ai envie de vous poser la question, qui n'a jamais traversé un épisode dépressif ou un épisode de fort stress ou encore des moments d'anxiété ou d'angoisse? Parce qu'on est tous susceptibles d'être fragilisés à un moment donné de notre vie. Alors, je ne suis pas professionnelle de santé et si ce que je partage dans ce webinaire éveille chez vous des doutes sur une situation, j'ai envie de vous inviter à en parler avec votre médecin ou un membre de l'équipe de médecine du travail, en l'occurrence. Ce qui va nous alerter, nous, en tant que moi-même praticienne en shiatsu ou en doin, formatrice, secouriste en santé mentale ou tout simplement être humain, c'est la durée, l'intensité des changements dans plusieurs registres, les registres de l'humeur, de l'émotion, les registres du comportement et les registres, on va dire, du monde intellectuel, cognitif, ma capacité à me concentrer, à mémoriser, à interagir de manière pertinente, et l'impact que ces changements ont dans ma vie quotidienne, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Donc ça, on va essayer de le détecter et de se dire, est-ce qu'il y a lieu de s'alarmer? Voilà. Et on va essayer de l'observer aussi bien chez soi, donc ça suppose une prise de recul par rapport à ce qu'on vit, que chez les autres. Donc c'est là où on peut être, et ça résonne avec ce qu'Emmanuel, tu disais tout à l'heure, ça résonne avec cette dimension de je peux être là aussi pour les autres et je peux être une ressource pour les autres. Et tout comme les autres peuvent être une ressource ou une source d'inspiration pour moi. Vous allez me dire, ok, mais on fait comment? Eh bien, déjà, il faut se donner les moyens de cette observation. Et c'est là tout l'enjeu en entreprise, la prévention, l'information, la sensibilisation ou encore la formation.
Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de situations de souffrance. Et près de 2/3 des personnes en souffrance ne sont d'ailleurs pas suivies par un professionnel de santé. Alors, on va retrouver des freins divers et variés à ces situations. Le déni, l'idée que ce qu'on traverse, en fait, c'est juste passager et qu'on va s'en sortir tout seul, peut-être avec un coup de pied aux fesses. Le fait de ne pas savoir vers qui se tourner, d'être éloigné du système de soins, l'aveuglement par rapport à la gravité de ma situation, ou encore la honte, le tabou, le manque de moyens, l'isolement, la peur des conséquences ou d'être tout simplement jugé, notamment dans le cadre du travail. Et le problème, c'est que ça dure, on procrastine sur ces sujets-là jusqu'à ce que le corps s'enraye au point de dire stop. Et c'est un peu un point de non-retour, quoi. Le cercle vicieux, à ce moment-là, il est bien enclenché, j'ai envie de dire. Notre santé mentale, à ce moment-là, elle aura affecté notre santé physique et au passage, elle aura saboté notre santé sociale, notre capacité à relationner, à interagir. Donc, l'enjeu, il est multiple. Au niveau individuel, au-delà de l'impact que ça peut avoir sur mon efficacité professionnelle, l'enjeu, il est tout simplement vital. Je vous apprendrai rien en disant que un salarié sur 2 est en souffrance psychologique. Tous les baromètres, toutes les études qui sortent le disent. Il y a beaucoup de burn-out, de suicides, de dépression. Et au niveau collectif, le retentissement, qu'il soit au niveau de l'équipe ou de l'organisation de travail, eh bien, au-delà des obligations réglementaires de l'entreprise, l'enjeu va se retrouver au niveau humain et économique. On va avoir des problématiques de fidélisation ou d'attractivité de l'entreprise, des répercussions sur le reste des équipes, du quiet quitting, on entend parler beaucoup de cet aspect-là, et tout simplement, en termes de coûts économiques, par exemple, les arrêts de travail, on parle d'environ 13 000 € par an et par salarié en termes de coûts. Donc là, on a vu au niveau individuel, au niveau de l'entreprise, de l'organisation de travail, ça a aussi un impact sociétal. 1 personne sur 5 en France est en souffrance. Ce qui coûte en gros par an en termes de remboursement au titre des troubles psychiques, environ 13 milliards d'euros à l'assurance maladie. Et on est sur une estimation de la perte du PIB national à plus de 90 milliards d'euros. Moi, Hélène, ce que je trouve fou dans toute cette histoire, c'est que en matière de santé et de sécurité physique, on est quand même très avancé en France. On a aujourd'hui des plans de prévention avec des analyses de risque hyper poussées. Dès qu'il y a un peu de sang, tout le monde s'affole, c'est inadmissible. Il y a vraiment une mobilisation qui est assez extraordinaire. Par contre, sur le volet mental, dans la mesure où ça ne se voit pas parce que c'est pas visible, on dit souvent qu'une blessure du corps, ça se voit et on agit, mais que finalement, pour les blessures de l'âme, il ne s'agit pas de regarder, il s'agit d'écouter. Et là, ça vient chercher dans nos organisations notre capacité à, nous, en tant que travailleurs, exprimer ce qui se passe à l'intérieur. Et on en revient à toutes ces questions de freins que tu exprimais. Et puis aussi à la capacité pour le récepteur dans la communication, donc le manager, le collègue, l'employeur, le RH, à aussi avoir cette compétence d'écoute, cette vraie disponibilité à l'autre, cet accueil sans jugement. Et ce qu'on voit beaucoup sur le terrain, c'est que les personnes qui ont la chance de pouvoir entendre une blessure de l'âme qui est exprimée par un travailleur, il y a une espèce de mécanique qui se met en place à l'intérieur qui est « est-ce que c'est vrai là, ce que la personne me dit ?» Parce que comme je ne le vois pas, je suppute que ce n'est pas forcément une vérité. D'ailleurs, on pourrait débattre sur ce qu'est la vérité. Et souvent, ils se disent « et est-ce que c'est aussi grave que ce que la personne veut bien raconter ?» Comme si l'être humain était par définition vulnérable à partir du moment où il ose exprimer ce qui se passe à l'intérieur. C'est un sacré courage de savoir exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur, d'autant que c'est pas quelque chose qui a été accompagné ou favorisé dans notre conditionnement social, j'ai envie de dire. On garde ces choses-là en général pour soi. On se dit d'ailleurs en tant que collègue que c'est peut-être pas tout à fait approprié
d'aller vers une personne qu'on voit pourtant en souffrance, parce qu'on se dit c'est peut-être de l'ordre du personnel, voilà, quelle est ma légitimité en tant que collègue. Et j'ai envie de dire, il y a des choses simples, on est des êtres humains avant d'être des collègues, donc on est en relation, et pour moi c'est quelque chose qui est plus fort que tout. Ouais, c'est Et ça de peut permettre. l'humanité. Voilà, je peux vous raconter un exemple d'une personne qui n'était pas en bonne relation avec un collègue, et c'était réciproque, hein. Et cette personne me dit, finalement, j'ai senti que cette personne n'allait pas bien. Alors j'ai tourné autour du pot, autour d'elle, avant de finalement prendre la décision d'aller vers cette personne avec qui je m'entendais pas bien. Et de lui dire, voilà, et finalement, ça a facilité nos échanges. Voilà, j'ai observé qu'il y avait des choses qui n'allaient pas très, très bien pour toi ces derniers temps. Alors, je sais qu'on n'est pas des super potes au travail, mais ça m'interpelle et je m'inquiète pour toi. Et à partir de cet échange, de l'échange qui a pu émerger de cette première approche, qui a sans doute été un peu difficile pour la personne qui s'est mise en mouvement vers l'autre, eh bien, il y a une toute autre relation professionnelle qui est née sur des bases peut-être plus saines, plus authentiques, plus vertueuses. Et en tout cas, moi, je trouve que c'est très agréable d'entendre des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que ça se passera toujours comme ça, mais en tout cas, ça donne beaucoup d'espoir. Et cette situation problématique, relationnelle problématique, et cette situation individuelle de souffrance, finalement, ça a été une opportunité pour un nouveau départ pour les deux personnes. Service après-vente. Bonjour. Bonjour Sonia. Oui. Eh bien, on va poser la question tout de suite. Oui, bien vu Soso, bien vu. Alors, comment on peut prendre soin de sa santé mentale? Ah, ok. Oui, alors, prendre soin de sa santé mentale. On y sera aidé dès 2025 parce que ça va être un sujet grande cause nationale à ce moment-là. En 2024, d'ailleurs, la santé mentale des étudiants est cause nationale. Et on voit beaucoup de campagnes autour de ce sujet-là. Donc, vous allez voir beaucoup de ressources mises à disposition dans l'espace médiatique, dans l'espace public. Et moi, j'ai envie de vous dire de ne pas attendre 2025 pour que la santé mentale, globalement, devienne un terrain d'action. Pour moi, agir en santé mentale, c'est d'abord revenir sur deux éléments fondamentaux, les parties prenantes. J'ai dit sur un élément fondamental, les parties prenantes, qui, pour simplifier, sont au nombre de deux. Pour moi, il y a l'individu qui a sa responsabilité dans sa santé, dans son état de santé, puisque qui mieux que moi connaît mes besoins, mes attentes et peut se connecter à son ressenti. Ok ? Donc ça, c'est un premier acteur, finalement, fondamental de cet état de santé en harmonie, en équilibre que l'on recherche. Le deuxième acteur, pour moi, c'est l'employeur au sens large, qui a une responsabilité, notamment dans le cadre réglementaire, puisque la loi l'invite à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses collaborateurs. Alors, l'employeur, il n'est pas tout seul, puisqu'il est soutenu dans cette mission par les individus, agents ou salariés, les représentants du personnel, au sein des instances qui sont dites ad hoc dans son organisation. Donc, il y a plusieurs parties prenantes et on va pouvoir prendre soin de sa santé aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Maintenant que j'ai dit ça, en tant qu'individu, comment on peut s'y prendre? Alors, on a la fâcheuse tendance à se soumettre à toutes les injonctions sans vraiment prendre le temps du recul pour se demander « est-ce que c'est OK pour moi ?» Alors,
l'invitation que j'ai envie de vous faire, c'est de retrouver ou bien de cultiver votre pouvoir d'agir, notre pouvoir d'agir. Concrètement, comment on va faire? Le premier pas, c'est de commencer à s'écouter. Comment est-ce que je vais? Et tout à l'heure, on a évoqué le comment je vais, tête, cœur, corps. C'est un premier pas, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de le faire. Et souvent, quand on le teste en entreprise, les premières fois, c'est un peu déstabilisant. On se dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je m'autorise à dire au sein de mon groupe de travail, finalement? Est-ce que je vais sur le registre du personnel ou pas? Ou est-ce que je reste vraiment... voilà. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est chacun va choisir ce qu'il est en capacité de donner et de partager au moment où ça lui est proposé. Donc, pour identifier ce dont j'ai besoin, ce qui fonctionne bien pour moi et qui va être une force ou une ressource, un levier, ok, et aussi pour identifier ce qui me manque ou qui va moins bien et qui pourrait aller mieux. Donc, en gros, les axes d'amélioration, mes pistes d'action, en somme. Donc, si je prends le temps de m'écouter de cette manière-là, eh bien, déjà, je peux poser les choses, ok ? Et d'ailleurs, pourquoi pas avec l'aide de l'application MaQVT qui a été développée par Wunjo. Ensuite, en tant qu'individu, je fais partie d'un collectif de travail qui est soumis à des contraintes et à des opportunités. Donc, je peux tout à fait décider de me retirer de ce collectif de travail, de quitter l'entreprise, par exemple, si je ne m'y retrouve plus. Mais j'ai envie de dire, avant de jeter le bébé avec l'eau du bain, eh bien, pourquoi ne pas réfléchir au niveau du collectif pour améliorer les choses? Parce que au sein de ce collectif, je peux être à la fois ressource pour le collectif, et comme je le disais déjà, trouver au sein du collectif des ressources qui vont pouvoir m'aider dans l'amélioration de mon état de santé et de ma qualité de vie au travail. D'autant que l'écoute de soi, dont je parlais au tout début, permet de mieux savoir comment je vais fonctionner, comment je rentre en relation, comment je travaille en équipe. Donc, ça va m'aider à être plus productif et de contribuer à la performance de l'entreprise. Donc, en gros, je vais m'y retrouver en termes d'harmonie et c'est ce qu'on recherche tous. Maintenant, en tant qu'organisation, et là, j'ai envie de mentionner 5 points, peut-être, qui ont tout un tas d'intérêts, à mon avis, à être pris en considération. Le premier, c'est de connecter les actions RSE, QVT et prévention de santé ou prévention des risques. Pourquoi ? Parce que ces initiatives, elles nourrissent les mêmes ambitions. J'ai constaté chez un client dans l'industrie aéronautique l'efficacité de son approche de prévention des risques psychosociaux qu'il a systématiquement intégré sous format de formation au parcours justement de montée en compétence de ses managers. Donc là, c'était assez phénoménal. L'engagement qui est né, qui a émergé après cette formation qui faisait partie d'un parcours. On a aussi tout intérêt, à mon avis, à agir de manière concertée, globale et systématique, plutôt que de manière isolée et morcelée, avec des indicateurs mesurables qu'on va retrouver dans les tableaux de pilotage de l'entreprise. Pourquoi se priver d'un outil de pilotage, au même titre que les autres indicateurs de la santé de l'entreprise? On va également mettre en œuvre une démarche co-construite avec toutes les parties prenantes. Bon, c'est l'essence du dialogue social. Et les parties prenantes, je les évoquais il y a un instant. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte parfois que les solutions dont le terrain a besoin existent déjà dans l'entreprise, mais elles ne sont pas connues ou elles sont noyées dans un flot d'informations qui est communiqué. Et j'ai ici l'exemple d'une grande entreprise dont les avantages de la mutuelle santé prévoyaient une prise en charge généreuse d'une série de séances chez un spécialiste, mais la solution n'était pas ou peu connue des collaborateurs. Donc, une simple mobilisation de la communication autour de cette solution qui existait a suffi. Du coup, cette approche bottom-up, donc terrain management, est vertueuse. Pour partir de la réalité du terrain, d'une part,
éviter de tomber dans l'écueil de la solution de facilité ou de la solution de tendance, comme le panier de fruits frais ou le baby-foot. Et j'ai rien contre ces deux exemples. Et pour susciter aussi l'engagement autour de la démarche et éviter de déposséder les agents ou les salariés de leur pouvoir d'agir. Bon, j'en parlais il y a un instant. Qui mieux que moi connaît mes propres besoins? Qui mieux que l'équipe connaît ses propres besoins? Et alors, je poursuis avec 2 autres points. On a également, à mon avis, tout intérêt à ce que cette écoute du terrain, elle se fasse sur le long terme, c'est-à-dire qu'elle soit inscrite dans une boucle d'amélioration continue. Et ça, les entreprises connaissent bien le principe du PDCA, de la méthode agile, etc. Voire que cette démarche soit inscrite dans la culture de l'organisation. Et dernier aspect, et non des moindres, écouter le terrain, oui. Auditer, oui. Mais agir derrière, c'est mieux. Et pour agir, il faut des moyens qui sont parfois conséquents, souvent bien loin des budgets QVT et plutôt de l'ordre d'investissement. Donc, il faut aussi l'envie de se donner ces moyens. Alors, oui, je t'en prie, Emmanuel. Ouais, merci. Mais en fait, il y a tellement de matière. Et merci de donner des exemples hyper concrets et des conseils qui viennent de ton expérience. Ça fait 20 ans que tu œuvres dans cet univers-là. Hélène, en fait, je me dis que ce sont les décideurs, ce sont les gens qui ont le pouvoir dans les entreprises qui devraient t'écouter. Voilà, je ne sais pas s'ils sont aujourd'hui avec nous, mais moi, ce qui me frappe chaque jour, c'est que chez Wonjo, quand on cadre des démarches qualité du travail, on fait d'abord une évaluation pour vérifier la conformité de l'employeur et notamment sur le respect des obligations légales. Je n'ai pas vu, et je vais le dire, en 20 ans, je n'ai pas vu un DU qui correspond à ce qui est attendu, ni par la loi, ni par le bon sens. Aujourd'hui, les documents uniques d'évaluation des risques professionnels sont à 95% orientés risque physique. Comme si on était juste un corps et que notre job, c'était juste en tant qu'employeur de prendre soin du corps, comme si on n'avait pas encore intégré que quand mon corps ne va pas bien, nécessairement, ça va avoir un impact sur ma santé mentale, sur ma santé sociale, et qu'évidemment, de la même manière, s'il y a des problématiques mentales ou sociales, elles vont, ce qu'on appelle le psychosomatique, elles vont se retrouver dans le risque physique, enfin dans les symptômes physiques, pardon. Mais du coup, ça, c'est complètement absent des tableaux aujourd'hui. On a des DU qui sont aujourd'hui des très jolis PDF, bien jolis mis en forme avec des grands conseils et des grandes définitions, mais l'analyse des risques, elle n'est absolument pas faite comme il faut, elle n'est pas par unité de travail, les niveaux de criticité sont faits à l'arrache, et en face, on n'a surtout pas de plan d'action. Et quand on a la chance d'avoir un plan d'action, on a des jolies préconisations, bateau de chez bateau, personne pour piloter le truc derrière, pour mettre en œuvre, pour mesurer si les résultats se sont améliorés, etc. Donc si déjà, dès le départ, sur la qualification du risque et sur l'écoute, on n'est pas au niveau, comment est-ce qu'on peut décemment mettre en place les bonnes actions et donc adresser le sujet comme il faut? Il y a un autre aspect. Pardon. Je prends juste le commentaire de Philippe qui nous donne un bel exemple de vécu dans son entreprise et qui nous dit, par rapport à ce que tu disais, j'ai assisté à des dizaines de réunions et signé des centaines de plans de prévention. La notion du mental n'existe pas, seul le risque physique est présent. Merci Philippe pour ce retour. C'est exactement ça. Et même, je vais aller plus loin parce que nous, on fait de la QVT, mais pour nous, la QVT, c'est prendre soin de la santé des travailleurs. Il y a un autre aspect qui est complètement absent aujourd'hui dans les politiques et dans les pratiques, c'est la dimension préventive. C'est-à-dire qu'on va être sur du curatif, ce qu'on appelle en France, en résumé, mais la prévention tertiaire. Ce qui est déjà un peu étrange d'appeler ça de la prévention. Et là, il y a un véritable paradigme culturel qu'il va falloir faire gigoter. Et des interventions comme aujourd'hui, elles sont aussi là pour ça. Tu fais la démonstration par des chiffres, et il y a des centaines d'études scientifiques qui le prouvent maintenant, qu'il vaut mieux s'occuper d'un risque qui a une potentialité d'arriver avant de finalement adresser le sujet quand quelque part c'est trop tard. Alors parfois, c'est pas trop tard, mais il y a des fois, on voit clairement que c'est trop tard. Et en fait, il y a ce manque d'accoutumance culturelle à prendre soin avant qu'on se soit pris le mur. Ça, il y a vraiment un switch qui doit opérer. On le voit, nous, dans les entreprises. On nous demande d'intervenir aujourd'hui de plus en plus sur des situations qui sont critiques. Quand on leur dit, donc l'équipe, tout le monde s'entretue
D'accord, ok. Et donc, vous voulez qu'on fasse quoi? Un séminaire d'une journée pour que tout le monde s'aime et qu'on acte la sortie de crise. Ok. Ça fait combien de temps, en fait? 3 ans? Et qu'est-ce que vous avez fait en 3 ans? Oh, mais c'était pas encore. Voilà ce qu'on nous dit. C'était pas encore critique. C'est-à-dire qu'on a l'impression vraiment qu'en France, je sais que dans les pays anglo-saxons ou germaniques, la vision, elle est différente. Mais on a tendance à attendre que ça soit tard. Et il y a un troisième point sur lequel je voulais rebondir et je laisserai le standardiste reprendre la main s'il y a des questions. C'est sur la vision un peu plus équilibrée que nous, on propose en QVT. C'est qu'on n'est pas seulement sur de l'analyse de risque, on va aussi aller regarder ce qui va bien. C'est-à-dire le problème, ce qui fait aussi que la prévention santé-travail, c'est pas sexy dans le regard des décideurs au-delà de leurs obligations légales, c'est qu'en fait, on va chercher que les problèmes. On va chercher que ce qui va pas. Mais tu l'as bien dit, la santé mentale, c'est des ressources. Il y a certains grands auteurs dont on est particulièrement fan, nous, chez Wonjo, Yves Clos et Christophe Desjours, pour pas les citer, qui disent il faut développer les RPS, mais pas les risques psychosociaux, les ressources psychosociales. À quel moment est-ce que dans cette balance qui fabrique notre état de santé, on peut, oui, prendre soin de ce qui ne va pas, et aussi mettre de l'énergie, de l'attention, des moyens sur ce qui va bien? Je me suis emballée. Service après-vente de la QVT, bonjour. Bonjour Didier. Oui, il n'est pas content Didier, pas content, c'est normal. Ouais. Oui Didier. Eh ben oui. Oui. Ben, on va poser la question, oui. Oui, Didier, il se pose la question, pourquoi les entreprises veulent supprimer la médecine du travail? Est-ce que l'entreprise est vraiment à même d'entendre, en fait, la souffrance? Didier, tu as 1h30 devant toi. Nous, ça nous rend fous chez Wonjo, cette idée que les services de santé au travail, services de prévention santé-travail puissent ne plus exister demain. Je pense que les services pâtissent d'une carence de connaissance, de compréhension de la réalité de leur mission et de leur objet, et on les réduit à la visite médicale de reprise, aux arrêts de travail, enfin et puis à la visite où on dit qu'on va regarder, on va faire pipi dans un flacon. Enfin, c'est pas ça un service de prévention santé-travail. C'est des interventions en milieu de travail, c'est des analyses ergonomiques, c'est tout un service pluridisciplinaire qui est un véritable allié du chef d'entreprise, du CSE et de l'ensemble des travailleurs. Et les chefs d'entreprise, ils voient que la cotisation et le fait que les visites médicales s'espacent parce que on n'a plus de médecins. Mais ça va très, très largement au-delà de ça. Et nous, ce sont nos partenaires premiers. Et c'était quoi la deuxième question dans la question de Didier? C'était est-ce que l'entreprise est vraiment prête à entendre la souffrance de ses collaborateurs? Hélène, je te laisse répondre. Alors, j'ai envie de répondre, ça dépend. Ça dépend de la démarche dans laquelle l'entreprise se trouve finalement. Et ça me donne envie de souligner encore plus le message d'Emmanuel sur l'importance de l'engagement de la direction dans ce genre d'approche. Moi, j'ai souligné le besoin d'approche concertée et globale, mais on a surtout besoin que la direction soit les pieds dedans. Et certes, aujourd'hui, on rencontre pas mal de chefs d'entreprise ou d'équipes de direction qui sont effrayés à l'idée d'ouvrir la boîte de Pandore parce qu'elles savent pas trop ce qu'elles vont trouver. Ok. Mais ce qu'elles omettent dans cette dynamique-là, c'est qu'en fait, on peut aussi y trouver des trésors dans la boîte. Des trésors, des ressources. Des ressources existantes, des opportunités, en fait. Et ça, c'est complètement mis de côté. On ne regarde que le côté négatif et on se dit, oh là là, ça fait un peu fouille merde. Bon, donc, ma réponse, elle est peut-être partielle, mais on va dire, tout le monde n'a peut-être pas aujourd'hui la maturité, même si le besoin est là et même si l'exigence légale est là, ok ? On peut aussi, puisqu'on est dans le comment, d'accord, faciliter ces approches-là, on peut aussi se dire qu'on démarre petit. Plutôt que de s'attaquer à un projet ambitieux d'entreprise, on peut, tout comme pour tout autre projet de transformation, on peut se dire qu'on démarre à l'échelle d'une équipe. Et que cette équipe, eh bien, elle va être un petit peu
Le projet pilote. Voilà, le projet pilote et qu'elle va nous permettre de dire, OK, ben finalement, on avait peur, mais on voit la vertu de cette démarche. Et pourquoi est-ce qu'on ne le dupliquerait pas? Pourquoi est-ce qu'on ne passerait pas à une étape supplémentaire? Voilà. En gros, ce serait la réponse que j'aurais envie de donner. Différents niveaux de maturité, une méconnaissance de ce qu'on peut trouver derrière le rideau, finalement, et essayer de voir les choses un petit peu différemment, changer de perspective et se dire que derrière ces approches, il va y avoir peut-être beaucoup de richesses qu'on méconnaissait jusque-là. Et puis, Service après-vente à QVT, bonjour. Ben, il est trop tard. Ben oui, on est fermé là. Là, à l'instant, on vient de fermer. Ben, en fait, nous, on ferme à 12h10. On ferme à 12h10 et là, il est 12h10. Et bah ouais, parce que nous, on essaie de faire un petit peu attention à notre santé mentale. Parce que moi, si je réponds trop au téléphone, au niveau de la santé mentale, ça ne va pas aller. Puis 12h10, c'est l'heure de la cantine. Donc moi, je vais. Et oui, je ne peux plus répondre. Ben oui, on peut rester un peu en ligne si vous voulez, quand je suis sur la route pour aller à la cantine. Salut les filles, on se voit au prochain SAV. Mais là, je peux plus théoriquement prendre d'appel téléphonique. Hein. C'est pas permis. Hein. Bon, on a perdu Marco, mais moi, j'ai envie de rajouter quelque chose. Vas-y. Ok, donc ce dont je vous ai parlé jusque-là, sur comment est-ce qu'on peut prendre soin de notre santé mentale, vous allez peut-être me faire la remarque que c'est applicable à tous les états de notre santé, et pas simplement la santé mentale. Et c'est pour ça que j'avais envie d'ajouter une subtilité à ce que j'ai pu partager aujourd'hui. C'est que quand on parle de santé mentale, d'autant plus en entreprise, je trouve que le postulat du volontariat dans la participation aux actions qu'on peut souhaiter mettre en place est un postulat fort. Pourquoi ? En fait, ce qui me fait dire ça, c'est les formations en prévention des risques psychosociaux ou bien les premiers secours en santé mentale que j'ai pu animer en entreprise, justement. Et quand je discute avec des participants, déjà, au démarrage, on voit ceux qui sont là, motivés, etc., et ceux qui sont un petit peu plus fermés. Et on se rend compte que ceux qui arrivent plutôt fermés, dans un premier temps, s'ouvrent ensuite, d'accord, mais on comprend qu'ils ne sont pas forcément là parce qu'ils l'ont souhaité. Et je trouve que ce n'est pas forcément la meilleure approche pour déstigmatiser la santé mentale, pour permettre à chacun de s'approprier des clés de compréhension, des clés d'action. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui fonctionne, c'est plutôt un modèle qui regroupe plusieurs étapes. Donc, en gros, une forte sensibilisation au départ, au sujet, d'accord, donc qui passe par la communication interne. On va dire, une mobilisation des participations autour du bouche à oreille, donc sur la base du volontariat dans un premier temps, puis le bouche à oreille s'opère et la participation, finalement, elle est auto-générée. Et ensuite, un déploiement, on va dire, un petit peu plus massif au fur et à mesure que tous les volontaires sont passés par là. Après, il restera les résistants, comme dans tout schéma d'accompagnement du changement. Et ça nous permet d'une part de remplir les obligations de l'employeur, finalement, mais aussi de respecter le rythme et les besoins de chacun des individus qui constituent cette organisation. Donc voilà, pour apporter cette nuance santé mentale dans cet exercice difficile. Merci Hélène, et on a bien compris qu'entre ta passion et tout ce qu'il y a derrière ce sujet, on pourrait rester ensemble toute l'après-midi. On est quasiment au rendez-vous de 12h15. Ce que je vais vous proposer, cher public, parce que je suis persuadée qu'il y a des frustrés dans le chat. Si vous avez envie, besoin d'échanger avec nous, avec Hélène, avec Wunjo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien vers le formulaire de contact que notre collègue Manon va écrire dans le chat. On est là aussi pour ça en fait chez Wunjo. On n'est pas une boîte commerciale qui veut faire de l'argent. On est là pour aider les gens. On est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Je le répète, donc on est à votre disposition.
Si vous avez apprécié le point de vue, le regard, l'expertise d'Hélène et que vous avez envie de la voir intervenir chez vous, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse organiser des formations en santé mentale sur le capital santé du dirigeant, sur la prévention des RPS dans les équipes, bien sûr, pour réaliser des enquêtes sociales que nous, on appelle des audits QVT, permettant de savoir comment vont les équipes. Et puis, si vous voulez vous former en premier secours santé mentale, vous pouvez écrire en direct à Hélène, qui aura un grand bonheur de vous partager ce parcours qui vous permettra demain d'être une sentinelle dans votre équipe. Hélène en aura parlé très, très rapidement. Pour les habitués du SAV, vous le savez, on fait un petit cadeau pour celles et ceux qui nous suivent et qui participent avec nous à ce format un peu décalé original. Si Hélène vous a donné envie de faire un état des lieux pour mieux savoir comment vous allez ici et maintenant dans votre vie au travail, eh bien, offrez-vous une heure de rendez-vous avec vous-même et de rendez-vous avec l'une de nos consultantes et pourquoi pas avec Hélène puisqu'elle maîtrise bien le processus. Une heure pour réaliser un autodiagnostic de votre propre qualité de vie au travail. Ça se fait avec une application, ça se fait en visio. Et en une demi-heure, vous avez une photo complète, exhaustive, qui vous permettra de savoir ce qui va bien pour vous aujourd'hui, dans votre boulot, dans votre job, dans votre vie professionnelle et dont il faut prendre soin, et aussi d'identifier les axes de progrès. Il me reste à vous dire qu'on se retrouve pour le prochain SAV de la QVT. Ce sera le mercredi 13 mars prochain à 11h30 de la même manière. Comme ça, à 12h15, vous faites comme Marco, vous filez à la cantine. Et j'aurai le grand bonheur d'accueillir Marion Cadonnet, qui est aussi une membre du collectif de Wunjo et qui vient du travail social, qui est devenue coach il y a quelques années. Et on va parler d'un sujet très, très particulier qui résonne fort avec notre vision et notre position chez Wunjo. On veut absolument prendre soin de celles et ceux qui prennent soin chaque jour dans leur exercice professionnel. Je parle là des métiers du care, les soignants, les agents de la fonction publique, les personnes qui sont dans l'éducation, les travailleurs sociaux, etc. Toutes ces personnes qui chaque jour se lèvent pour prendre soin de l'humain et qui en fait se retrouvent dans des niveaux de souffrance très avancés, dans des organisations qui ne sont pas capacitantes, dans des grands mammouths qui sont difficiles à faire bouger. Mais il y a des ressources et Marion a vraiment à cœur de pouvoir transmettre ces ressources. Et notamment l'une d'entre elles, c'est le pouvoir de la parole. Sachez juste avant que je vous laisse et qu'on raccroche ce SAV, que nous étions sur le 11e SAV aujourd'hui et que vous avez la possibilité de retrouver tous les SAV précédents directement dans la chaîne Webikeo ou sur notre chaîne YouTube avec une pléiade de sujets tous aussi passionnants les uns que les autres. Merci Hélène. Merci à toutes et à tous pour votre participation et votre présence. Et je vous propose de refaire un petit coup de jingle pour se dire au revoir. À bientôt.